La santé en France, c'est quelque chose qui n'est pas payant. Le patient final ne paye pas. C'est parce que j'ai fait toutes ces expériences avant que je suis d'autant plus pertinente aujourd'hui. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. On lit beaucoup les succès, mais les licornes, il y en a très peu. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Faustine Oceda-Bouvier, cofondatrice et CEO de Ginkgo, une start-up qui révolutionne l'accompagnement des patients atteints du cancer. Après un diplôme de l'ESSEC et un parcours riche qui l'a mené des grandes entreprises comme Orange, où elle a occupé des fonctions stratégiques aux côtés de la direction générale, aux startups à impact comme Too Good To Go, Faustine a décidé de mettre son énergie et son expertise au service d'un projet profondément humain. Avec Ginkgo, elle propose un accompagnement personnalisé pour améliorer la qualité de vie des patients pendant et après leur traitement, en combinant technologie et soins de support. Nous allons parler de son parcours, des défis qu'elle a rencontrés en tant que CEO dans la health tech, de son engagement pour une prise en charge plus globale des malades et bien sûr de sa vision de l'entrepreneuriat à impact. Je suis très heureux de la recevoir. Salut Faustine. Salut Arnaud. J'aime bien commencer par le début avec chaque invité. Et donc, je disais que tu étais diplômé de l'ESSEC. Est-ce que tu peux nous dire, entre ta naissance et le diplôme de l'ESSEC, ce qui s'est passé, un peu où tu es né, ton environnement familial, s'il y avait des entrepreneurs, enfin voilà. Avec plaisir, bien sûr. Merci de me recevoir Arnaud, Avec je suis super plaisir. contente. Alors, moi je viens d'une famille nombreuse. Je suis la troisième d'une fratrie de 4. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans l'ouest, près de Versailles. Et j'ai un papa qui est entrepreneur à sa façon. Il est franchisé. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat un petit peu plus safe, mais tout aussi difficile et avec ses propres challenges. Et voilà, écoute, moi j'ai toujours été assez scolaire. Et donc assez naturellement, je suis allée en prépa HEC à Notre-Dame-du-Grand-Champ à Versailles. Et voilà. Et j'ai Pourquoi bon élève et donc parcours, je dirais, entre guillemets, classique de quelqu'un. Ouais, J'ai fait une école de commerce aussi, donc de quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il va faire. Oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que de repousser encore et toujours le moment de prendre une décision et de choisir ce pourquoi on est fait. J'admire ma petite sœur qui a fait médecine à ses 18 ans. Je trouve que c'est une décision assez forte. Moi, je n'avais pas du tout la maturité de savoir ce pourquoi j'étais faite. Et donc, on est plutôt scolaire, on aime les maths. On repousse, on part en prépa. En plus, j'étais à Grand-Champ au lycée et il y avait une prépa. Donc, en fait, on est biberonné, on nous en parle. On voit à peu près ce que c'est, on les voit à la cantine. On n'a pas l'impression qu'ils aient des cernes jusqu'au menton. Et ça a l'air plutôt OK. Et donc, j'arrive en prépa, je me prends une grosse claque parce que là arrivent tous les meilleurs de classe. Et je... Un peu plus de compétition, un peu plus de challenge. Ouais, et puis en plus, moi, ce qui est vrai, c'est que les grands lycées parisiens, honnêtement, ils préparent la prépa depuis 2 ans. Et donc, en fait, dès le début, il y a un gap énorme. Et voilà, j'ai fait mon trou progressivement et j'ai adoré ma prépa. Je pense que j'oublierai jamais ces 2 années intellectuellement d'une stimulation incroyable, des profs géniaux, mes meilleurs amis. Ça crée des liens très très forts. Moi, je suis assez bosseuse. J'aime bien bachoter, j'aime bien étudier. Du coup, j'étais pas malheureuse. J'ai toujours fait beaucoup de théâtre. Je continuais le théâtre. Je continue à faire du sport. Je continue à avoir un week-end, une vie. J'avais une chambre chez l'habitant pour pas être à la maison au milieu des rythmes des autres. Parce que il faut se concentrer, etc. Je remercie vraiment mes parents de m'avoir mis dans les bonnes conditions pour réussir. Et puis voilà, j'ai eu l'ESSEC et je suis super contente. Tu t'en es effectivement pas trop mal sortie. T'étais ambitieuse déjà à ce moment-là, ou une volonté de faire carrière, je sais pas, d'impacter, des raisonnements comme celui-là? Oui, franchement oui.
Et ça, j'ai fait une grosse analyse sur moi-même et j'ai très bien compris pourquoi. J'ai une espèce de rage intérieure de prouver que même si je suis une nana, je peux y arriver. J'ai une maman qui est super intelligente, qui est brillante et qui vient d'un modèle très classique et qui était mère au foyer. Et il y a une partie de moi qui a souffert de l'avoir frustrée, de ne pas travailler, de ne pas avoir le même... la même posture dans un débat quand on avait des grands débats familiaux à table. On écoutait plutôt mon père parce que c'est lui le sachant à tort et je sais pas, ça a fait un électrochoc en moi. Alors, j'ai 2 sœurs chez qui ça a pas eu le même effet. Enfin, bien sûr qu'elles travaillent et mais j'ai le sentiment d'avoir eu cette rage de réussir et de me promettre que toute ma vie je travaillerais, que je dépendrais pas d'un homme, que j'allais y arriver par moi-même. Et je pense que ça vient de cette frustration que j'ai pu analyser chez ma maman, que j'aime très fort. Hein. Mais c'est vrai que ça a développé en moi une ambition très forte. Donc je disais, tu as démarré chez Orange. Tu as fait des affaires publiques, je pense. Tu es parti de là. Alors, pour remonter un tout petit peu chronologiquement, j'arrive à l'ESSEC. Là, honnêtement, j'ai bossé pendant 2 ans en prépa. J'ai qu'une envie, c'est de m'amuser. Je rejoins les assos, je fais... de l'humanitaire, du sport, je fais du rugby, tu vois. Et encore une fois, avec cette volonté de non, mais je vais faire un sport de mec parce que. Et franchement, aujourd'hui, je sais pas si je prendrai cette décision. J'y ai rencontré mes meilleurs amis, c'était génial. Mais tu vois, toujours avec cette volonté de me dépasser et d'aller toujours au-delà de ce que je suis capable de faire. Et je me suis dit, j'ai envie de piger tout ce qui se passe dans une entreprise. Donc, je vais commencer par faire surtout une orientation finance. Donc, je fais un stage en fonds d'investissement. Je vais dans une banque à New York pour essayer de piger tous ces trucs. Puis en fait, je me rends compte de façon assez... T'es resté longtemps à New York ? Je suis restée un petit peu moins d'1 an. Non, franchement... Une bonne expérience. Une bonne expérience, ouais. J'adore cette ville. Hein. Pour le coup, ça grouille. La vie s'arrête jamais et ça correspond vachement à ma personnalité. Donc, j'y ai été très heureuse. Et à ma sortie d'école, là, je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et je pense qu'une partie de moi a encore repoussé le fait de faire un choix. Et je me dis, il y a les cabinets de conseil en stratégie, ça a l'air bien, tout le monde y va. C'était un peu le Graal de ma génération. C'était hyper dur, hyper sélectif. Et donc, tu avais toujours cette espèce de carotte de la difficulté, de allez, je serre les fesses encore 2 ans pour que ça paye in fine, etc. Et à ce moment-là, je me dis, oh là là, mais moi, j'ai quand même un peu envie de mettre les mains dans le cambouis. J'ai une énergie débordante, les slides, les Excel, ça commence à me gonfler et tout. Et je m'intéresse à ce qu'on appelle les graduate programmes. Je ne sais pas si tu connais. C'est un modèle anglo-saxon qui considère que tu n'es pas recruté pour un poste, tu es recruté pour qui tu es. Et on va te faire... toucher à plusieurs équipes, plusieurs postes pour comprendre un peu ce qui te plaît et qu'ensuite tu trouves ta place dans l'entreprise. C'est généralement les grands groupes, le plus connu est ensuite Carrefour, où tu commences par être directeur d'hypermarché, ce genre de choses, tu vois. Et il y en a pas mal dans les banques, je crois. Et j'en regarde plusieurs et celui qui me fait de l'œil, c'est celui d'Orange. Je me dis, je connais pas grand-chose de télécom, mais ça a l'air d'être plutôt un secteur d'activité innovant, dans l'air du temps. J'aimais bien aussi le principe, ils recrutaient 30 graduates par an, surtout des ingés. Et je me disais, moi j'ai un profil business, je vais plutôt dénoter, je vais faire mon trou, allez, je vais tenter celui-là. Et en fait, ça a marché. Et ce que j'aimais aussi beaucoup avec le graduate programme d'Orange, c'est qu'on commençait forcément par une expérience terrain pendant 1 an, comme chez Carrefour, que j'ai pas eu d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui m'attirait dans celui d'Orange, c'était qu'on démarrait par 1 an en charge d'une boutique. Je sais pas si tu es déjà allé dans une boutique de télécom. J'évite. Voilà. C'est-à-dire, franchement, c'est la mine. Belle métaphore qui représente très bien ce que ça peut représenter. Mais généralement, quand tu es client, tu attends minimum 1 heure. Voilà.
T'as attendu 1 heure pour qu'en plus, quand on s'occupe de toi, bah, c'est pas dingue. Bref, challenge de fou et ça m'attire. Et je me retrouve à 26 ans à manager la boutique de la Madeleine. Donc, c'est l'ancêtre de la boutique Opéra d'Orange. Et j'ai une vingtaine de personnes à manager solo. Parce que la responsable, à ce moment-là, elle est restée 2 mois et je me suis retrouvée solo. Pas mal de... Certains d'entre eux syndiqués. Ils ont le double de mon âge, le double de mon expérience. Je connais rien au télécom et je suis une petite nana avec son grand sourire qui débarque dans la boutique. Et t'as 1 fois par jour un client foudrage qui demande « je veux voir le manager » et là qui me voit arriver avec ma petite tête, je suis pas en jupe mais c'est tout comme. Ah oui d'accord. Et moi avec du coup cet exercice difficile de m'imposer, d'être crédible, de savoir manager, je n'ai jamais managé de ma vie et très honnêtement, Arnaud, j'ai pleuré dans les toilettes, je pense, 1 fois par mois, en me pinçant le nez très fort pour que personne ne m'entende, tellement c'était dur. Mais j'ai pas vu le temps passer, je me suis éclatée et ça a été hyper formateur. Et ensuite, on te donne un catalogue de tous les autres postes qui te sont possibles. Et là, je le feuillette, honnêtement, je sais pas trop. En plus, c'est un océan des possibles, Orange. T'as toutes les formes de métiers, tu as du contenu, du multiservice. Bref, il y a 1000 choses à faire, du réseau pur. Et je me dis, bon, je vais faire un grand écart. Je vais partir à la direction de la Strat Group, qui chapeaute un peu les grandes décisions stratégiques dans... Orange était... est dans une 30aine de pays, Europe, Afrique, grosse louche, plus multitude d'autres avec le business, le B2B. Et je pars là en me disant, ça va me donner une vision d'ensemble, ça va être bien. Et là, en fait, je passe d'un extrême à l'autre et je me casse les dents. C'est-à-dire que c'est une direction... tout le monde est franchement brillant, y a plein de choses à faire, mais on est 40 et à mon sens, on peut être 5. J'ai l'impression d'être dans un TER alors que tous mes potes de promo sont dans les TGV. J'apprends pas assez, je suis pas assez nourrie. Il y a beaucoup de process, beaucoup de lourdeur, beaucoup de hiérarchie. Et en fait, je suis pas à ma place. Et je fais un aveu d'échec en me disant, bon, en fait, je crois que le grand groupe, c'est pas fait pour moi. J'ai trop besoin d'apprendre, j'ai trop besoin d'être stimulée. Et là, je suis pas assez pressée comme un citron. Ça correspond à plein de personnalités, mais ça correspond pas à la mienne. Et à ce moment-là, j'ai une super manager à qui je le dis. Et je me souviens, en fait, ça me fait tellement chagrin de lui dire que quand je lui dis, j'en pleure. Je lui dis, écoute, je suis désolée, je sais que tu crois en moi et tout, mais vraiment, en fait... ça me va pas. Ça me va pas. Et elle me dit, attends. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait rester ? Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, franchement, non, laisse tomber. Et j'étais en process dans les cabinets de conseil, les fameux BCG, McKinsey et tout, où je m'étais dit, bon, allez, je vais aller justement me faire presser comme un citron. Et puis à un moment, elle me dit, elle me reprend, on est en team building d'équipe, elle me reprend à part, elle me dit, bon, allez, Faustine, dis-moi ce qui te ferait rester. Et là, je fais un gros coup de poker. À ce moment-là, j'ai 27 ans. Et je lui dis, moi, ce qui me ferait rester, c'est de bosser aux côtés du PDG. En mode if you don't ask, you don't get. Elle me dit waouh, attends, il y a une moyenne d'âge de 50 ans dans cette équipe, c'est tous des gros poissons, des grosses pointures. Tu m'en demandes beaucoup. Je lui dis écoute, tu me demandes, je te dis. Elle me fait ok, je vais voir ce que je peux faire. Et elle a réussi à faire passer mon nom. Franchement, il y a eu un alignement des planètes parce qu'à ce moment-là, il y avait une place qui se libérait. J'ai passé moult cas, entretien et tout, et j'ai rejoint du coup le cabinet de Stéphane Richard, qui était le PDG d'Orange à l'époque. Et là, j'y suis restée 2 ans et demi. C'était du petit lait. C'est quelqu'un de formidable pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Il est brillant, il est bienveillant. Et tout ce que je reprochais au grand groupe, donc la lourdeur, la hiérarchie, la lenteur des décisions, là, honnêtement, j'en avais plus du tout. Et je me suis vraiment régalée. Tu penses déjà à l'entrepreneuriat à ce moment-là ? Il y a quelque chose qui commence à germer Je pense que je te dirais des bêtises en donnant une réponse claire. Je m'en souviens plus. Ouais. Je sais juste que je suis jeune, j'ai soif d'apprendre, j'ai plein d'énergie. Je ne sais pas encore sur quoi la mettre. Et ce qui est vrai, c'est que pile à ce moment-là, je rencontre mon mari au jour actuel. Et mon mari est entrepreneur. Et on a tous les deux quotidiens radicalement différents.
Lui, il a monté une boîte qui s'appelle MoneySnap. Il a levé plusieurs millions d'euros avec Serena. Enfin, vraiment, il est sur des rails et il n'a jamais l'impression de bosser. Il s'amuse. Il est hyper, hyper épanoui. Et une partie de moi l'envie. Et en fait, on en parle tout le temps. Et je me rends compte progressivement, je me dis, mais en fait, pourquoi pas ? Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat. J'avais l'exemple de mon papa qui l'avait fait, etc. Et c'est vrai que ça commençait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aux côtés de Stéphane Richard, c'est des postes dans lesquels il ne faut pas rester trop longtemps. On ne peut pas être au cabinet d'un PDG pendant 10 ans. Enfin, même il y a un moment, on a fait le tour. Et puis, je prends un peu de hauteur. Je me rends compte que oui, là, je m'amuse bien, que c'est hyper grisant, hyper excitant, mais que j'arrive pas à me projeter chez Orange. Qu'en fait, je commence à avoir ces mêmes petites angoisses que j'avais au poste d'avant, où je vais retrouver cette lourdeur, cette lenteur, à mon sens. Hein. Mais voilà, j'ai l'impression de plus être à ma place dans un grand groupe. Et puis, de façon très pragmatique, franchement, les télécoms, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que, Stéphane, il n'est pas ingénieur non plus. On a la tête bien faite, donc il suffit qu'on ait eu une fiche d'un technicien sur un sujet, la fibre optique, les nouvelles antennes 5G, etc. Quand on me l'a expliqué, j'ai compris et je suis capable de le lui expliquer. Mais en revanche, j'ai le sentiment de ne pas être capable d'avoir une intuition et un sens business affûté dans un secteur aussi compliqué que celui-là. On s'en rend pas compte parce que c'est complètement immatériel et que c'est notre quotidien, on a toujours notre téléphone dans les mains, mais en fait, les télécoms, déjà, c'est une école d'ingé en soi, c'est hyper dur et je me sens pas capée pour. Et donc, je me projette pas à 10 ans dans un groupe qui fait des télécoms. Et à ce moment-là, je tombe enceinte de mon fils, plus le Covid, une espèce de mayonnaise qui s'impose à moi. L'excès du changement, quoi. Voilà, sinon on voit bien la situation. Les planètes s'alignent pour que je me pose, commence à me dire, ok, attends, je pars en congé mat, ça fait 2 ans et demi que j'y suis, j'ai des opportunités qui s'ouvrent, mais est-ce que je sais vraiment ce que je veux ? Et franchement, j'ai été un peu audacieuse parce que j'étais au chaud. Et généralement, ce genre de poste, tu l'utilises en tremplin interne, pas trop en tremplin externe. Et en fait, je fais ce pari de quitter Orange à l'issue de mon congé maternité de mon petit garçon. C'est là que tu rejoins Too Good To Go. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai 2 opportunités. J'ai un startup studio qui me propose de monter une boîte avec eux. Et j'ai la fondatrice de Too Good To Go qui s'appelle Lucie Bache, avec laquelle on accroche, qui me dit, écoute, moi, voilà, je cherche quelqu'un pour m'aider à développer l'expansion internationale. La feuille de route n'est pas très claire, la fiche de poste non plus, mais fais-moi confiance, viens. Et en fait, de façon assez pragmatique, je me rends compte que j'étais un peu dans les hautes sphères depuis pas mal de temps. Je ne sais pas faire grand-chose, je ne connais pas du tout le monde de la start-up et que c'est un peu ballsy de partir tout de suite monter une boîte. Et j'ai envie d'abord d'aller voir ce qui se passe dans cet écosystème que je ne connais pas. Et donc, je rejoins Too Good To Go. Une volonté particulière sur l'impact, oui, forte. Ouais. Exactement. Je cherchais uniquement des startups à impact. Et il n'y en a pas beaucoup qui... il y a l'éducation, la santé, l'écologie. Peut-être que j'en oublie. Mais bon, globalement, c'est un peu les 3 grands axes. Et je cherchais que ça. Voilà. Que ça ait du sens. Tu restes combien de temps avec Lucie ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé les 6 premiers mois dans son équipe, l'équipe Expansion, qui était une équipe apatride globale, parce que Too Good To Go, à l'époque, était quand même dans plusieurs pays, déjà. Et je suis basée dans les locaux de Too Good To Go France. Et en fait, je ziote ce qui se passe un peu dans les équipes France, qui sont beaucoup plus terrain, beaucoup plus opérationnelles, et ce à quoi j'aspirais plus. Alors que l'équipe Expansion, c'est une équipe très strat, qui est dans la projection, la modélisation de cette expansion, etc. Ou en tout cas, c'est le rôle que progressivement je prends. Et en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire de l'opérationnel, parce que j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà touché à tout ça. Et donc, j'ai quitté l'équipe Expansion au bout de 6 mois pour prendre une équipe commerciale.
Donc là, c'est basique, c'est de prendre son bâton de pèlerin, et c'est ce que faisaient mes commerciaux, et d'aller faire le porte-à-porte chez tous les commerçants de bouche pour qu'ils rejoignent l'application. Et là, franchement, je m'amuse, tu peux pas savoir. C'est hyper concret, hyper opérationnel. Bon, alors, je suis tout le temps dans le train aux 4 coins de la France parce qu'ils sont tous répartis sur le territoire. Donc avec un enfant, c'est pas hyper pratique, mais j'ai un super mari qui me dit non mais bien sûr, on s'en fout, vas-y, fonce. Et donc je fais ça pendant les 6 autres mois. Et là, pour rentrer dans le vif du sujet, à peu près à ce moment-là, j'ai ma meilleure pote de prépa qui s'appelle Camille, qui m'annonce qu'elle a un cancer. On est en janvier 2022. Donc là, évidemment, coup de massue monumental. Et elle a un cancer du sang, qu'on appelle un lymphome. Et au départ, on nous annonce une maladie qui se soigne plutôt bien, courante chez les trentenaires. Et a priori, le premier protocole de chimio, qui dure 6 mois, a plus de 98% de chances de succès, donc tout devrait bien se passer. Et l'avantage que j'ai, c'est que Kitri, ma petite sœur, est oncologue. Du coup, je ne suis pas trop larguée dans son parcours de soins curatifs. Je comprends à peu près ce qui va se passer, l'ordre, voilà, les chimiothérapies, suivi de la radiothérapie, etc. Et ce que je découvre à travers elle, à l'inverse, ce que je ne connaissais pas du tout, c'est l'à côté de la maladie et l'impact que ça peut avoir sur sa vie. Et en fait, comme on est très copines, elle met des mots dessus en me disant « Mais tu sais, je peux plus dormir, j'ai les jetons, je perds mes cheveux, quand je mange, ça n'a plus le même goût. » Enfin, tout un tas de choses qui viennent avec les traitements et la maladie, qui ne sont pas forcément abordées et qui ne sont pas forcément bien adressées. Et au cours de cette même année, je suis enceinte de mon 2e enfant. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, il doit y avoir un choc chimique à chaque fois que je suis enceinte. Mais pareil, je recommence à tout remettre en question et je suis complètement omnibulée par ce qui arrive à Camille et avec cette envie de changer les choses et de soulager son quotidien. Et donc, post-congé mat, je ne reviens pas de chez Too Good To Go et je décide de me concentrer sur ce sujet qu'on appelle les soins de support en oncologie. Donc, c'est l'ensemble des soins qui accompagnent un patient pendant ou après sa maladie. La psychologie, la nutrition, la sophrologie, l'activité physique adaptée, etc. Je me concentre là-dessus. Je passe 2 mois à l'hôpital en immersion pour me l'approprier, bien comprendre, et en association de patients. Et j'en sors en me disant, OK, c'est bon, je lance une boîte là-dessus. On voit bien la genèse. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, exactement, ta promesse que vous faites là aujourd'hui avant de... Au patient ? Ouais. Le patient, il va avoir une infirmière qui lui est dédiée pour l'écouter, le soutenir, apporter toute cette empathie qui peut manquer parfois dans un parcours curatif. Et cette même infirmière, en plus de la techno qu'on a mise en place, va être capable de construire un parcours personnalisé au patient. Et ce parcours personnalisé, il est composé de soins de support, donc une consultation avec une psychologue, un atelier de nutrition, un atelier de socio-esthétique, etc. Il va être composé de programmes digitaux à faire seul en autonomie. Voilà, globalement, c'est ça. C'est-à-dire que tu as l'infirmière d'un côté qui est là, qui te construit ton parcours, qui le personnalise, et de l'autre, tu as des trucs à faire de ton côté pour aller mieux, des soins avec des praticiens et des exercices digitaux. Et le parcours commence par un diagnostic des besoins du patient. Racontez-moi comment ça va, quel est votre cancer, qu'est-ce que vous vivez mal, qu'est-ce que vous vivez bien, où est-ce que vous êtes soigné, quels sont vos traitements, etc. À l'issue de ce diagnostic, le parcours tombe. On le suggère au patient. Là, c'est un call d'infirmière qui valide tout, les données, etc. pour être sûr que le parcours proposé est le bon. Et ensuite, le parcours démarre. Il est jalonné de ses exercices, de ses soins de support et d'interactions régulières avec l'infirmière. Et puis, tout du long, l'infirmière, elle veille à ce que le médecin du patient soit mis dans la boucle. Il est au courant de tout. Donc là, ça répond à un grand besoin des médecins qui disent en fait, on ne sait pas forcément ce qui se passe en ville pour les patients sur tous ces sujets-là. Et on est un peu les grands oubliés alors qu'il y a besoin de continuité entre les deux. Et l'infirmière, elle va aussi piloter l'ensemble des praticiens de soins de support du patient
qu'il voit, pour être sûr qu'ils se parlent entre eux, que la psychologue sache qu'il fait de la diététique, qu'il sait aussi qu'il fait de l'activité physique, pour qu'il y ait une vraie dimension pluridisciplinaire à l'accompagnement. En fait, ça fonctionne comment? C'est une app, c'est digital? Ouais, c'est ça, exactement. C'est une app. Le diagnostic, c'est un questionnaire guidé que le patient fait. À l'issue de ce questionnaire, son parcours lui est proposé. Il peut l'ajuster si besoin. Une fois que l'ajustement est fait, hop, l'infirmière l'appelle, vérifie toutes les données qu'il a dites et vérifie que le parcours lui convient. Et ensuite, c'est parti, ça démarre. Quel est l'objectif ultime que tu recherches aujourd'hui avec cette boîte? C'est l'entrepreneuriat, c'est l'impact, c'est les deux, tu vois, comment est-ce que tu mesures? Quel est mon quel est ton driver? La chance que j'ai avec ce projet, c'est que c'est un projet qui vient du cœur. C'est-à-dire que franchement, c'est tellement dur d'être entrepreneur que moi, il suffit que je pense à Camille et à tout ce qu'elle a vécu et vit encore d'ailleurs pour que ça me motive. Donc je pense que la première partie de ma réponse, ça sera de faire du bien aux patients. Tu vois, moi, je suis pas médecin. Je pouvais pas soigner Camille, en revanche, je pouvais lui faire du bien. Je pouvais être là pour papoter, je pouvais être là pour la réconforter, je pouvais être là pour lui apporter un cadeau, une crème, n'importe quoi. Et du coup, j'ai mis un peu à grande échelle la seule chose que je pouvais faire auprès d'elle. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est grisant l'entrepreneuriat. Enfin, j'avais envie aussi de ça. C'est excitant, c'est un jeu perpétuel. Moi, j'ai l'impression tous les matins d'aller résoudre des énigmes. Ok, on a testé ça hier, comment on peut l'améliorer, comment demain on peut faire mieux, comment faire pour motiver les équipes, comment faire pour que tel client signe. Enfin, en fait, c'est hyper excitant. Et je pense que je suis allée aussi chercher cette adrénaline-là. Alors, je suis un peu maso, parce que j'ai 2 enfants en bas âge et que je suis une nana. Et forcément, et en plus, c'est le secteur de la santé qui est un secteur hyper dur. Donc, je ne suis pas allée chercher la facilité. Mais, pourquoi hyper dur? La santé? Ouais. Parce que la santé en France, c'est quelque chose qui n'est pas payant. Alors, c'est pas quelque chose de gratuit. J'allais te poser des questions sur le modèle économique. Oui, mais on peut en parler, bien sûr. Je ne veux pas dire que la santé est gratuite parce que c'est faux. Il y a quelque chose qui paye derrière. C'est juste que le patient final ne paye pas. Et puis, qu'on soit d'un milieu aisé ou d'un milieu moins aisé, quels que soient les CSP, on a du mal à payer pour sa santé. C'est un fait. Et donc, le marché français dans la santé est un des marchés les plus difficiles parce que le modèle économique n'est pas évident. Tu as plusieurs moyens. Tu vois, Doctolib, eux, ils sont allés sur les médecins. Donc là, c'est du B2B pur et très bien. Mais après, quand tu fais du B2C comme nous, c'est-à-dire que nous, le bénéficiaire final, ça reste le patient. C'est lui qui profite des bienfaits de Ginkgo. Il faut que je trouve un moyen de le faire financer, ça. Et c'est pas simple. Et franchement, j'ai pas choisi la facilité. Est-ce que tu veux dire que tu n'as pas la sécurité sociale derrière qui rembourse ou qui finance alors, une partie? On peut tous effectivement se dire... si tu veux, je peux rentrer dans le détail du modèle économique. Effectivement, tu as des actes qui sont remboursés. Et en l'occurrence, si on zoome sur les soins de support, à part certains, la vaste majorité des soins de support ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et en fait, c'est normal. La sécurité sociale, elle ne peut pas tout payer. Déjà que là, son trou se creuse. Enfin, je pense que de façon très pragmatique, il ne faut pas compter là-dessus pour quand on monte un business. Si on monte un business en se disant je vais faire en sorte que ce soit la sécurité sociale qui in fine paye, honnêtement, on est mal barré. Surtout qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, il faut penser son business autrement. Et donc, pour rétropédaler un petit peu dans mon histoire, je passe mes 2 mois à l'hôpital. Tu vas comprendre pourquoi je repars en arrière. Je sors de là motivée comme jamais en me disant « Ok, j'ai un truc ». J'avais interviewé une centaine de patients, une 50aine d'oncologues. Je tenais un truc. Je savais que je répondais à un besoin. Et je me dis « Bon, ok, j'ai beau être une boule d'énergie,
j'y arriverai jamais toute seule. Et puis de toute façon, on sait très bien que c'est impossible de monter une boîte seule, ou alors franchement, je les admire beaucoup. Et donc, je me mets en quête de la bonne personne pour monter cette boîte avec moi. Et je convainc Anthony, mon associé actuel, qui lui a un profil ingé, très tech, digital, ce qui n'est pas du tout ma cam, donc parfait, hyper complémentaire, de monter la boîte avec moi. Et quelques semaines après, on rencontre une infirmière qui s'appelle Amélie, qui, elle, a travaillé des années en soins de support en onco, qui a une finesse d'analyse dingue, et qui nous dit, les gars, moi je crois en votre projet, je viens avec vous. Et pendant 2 mois, pas dans un garage, parce que je ne vais pas te vendre qu'on est Apple, mais tout comme en chambre, on réfléchit un peu au projet. Et moi, je suis vachement dans l'action, donc je leur dis, de toute façon, la meilleure façon de savoir si tout ce qu'on imagine répond aux besoins du patient, c'est de lancer, c'est de s'adresser au patient. Et donc en septembre 2023, on lance un pilote, Ginkgo, complètement bootstrappé, zéro tech, zéro dev. J'utilise Notion, Google Doc et un Excel, quoi. Et on tente de créer des parcours personnalisés pour les patients, sans app. Là, on se concentre vraiment que sur les soins de support à l'époque. Et il fallait les trouver, les patients. Alors, grâce à ma petite sœur qui est oncologue, grâce à tous les médecins que j'avais pu rencontrer, etc., on avait quand même pas mal de pistes. De réseau. Ouais, exactement. Mais en fait, ce que je fais, et c'était pas prévu, je fais un post LinkedIn en disant coucou les amis, on a ce projet, on a identifié ce pain des patients, le fait de, la qualité de vie pendant la maladie. Et surtout l'après-cancer. Ça, on n'en a pas parlé, mais tu as vraiment 3 phases fortes en oncologie que sont le diagnostic, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, les traitements, là, les toxicités sont lourdes, c'est hyper pénible, et tu subis. Et ensuite, l'après-cancer, où les traitements curatifs lourds, que sont chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, sont finis. Et là, tu es souvent en rémission. Tu vois ton oncologue tous les 3, 6, 12 mois. Mais tous les effets secondaires que tu as eu pendant tes traitements, ils sont encore là, ils continuent pendant des années. Mais tu n'as plus toute cette équipe médicale autour de toi. Tu n'as plus tous tes proches qui sont tout le temps avec toi en mode on est là, nanana, parce qu'en fait, c'est bon, tu es en rémission. Et en fait, c'est vécu par un patient sur 2 comme plus difficilement que les traitements. Et l'après-cancer, c'est un no man's land en termes de dispositifs, d'app, de whatever. Et donc, j'axe post LinkedIn là-dessus en disant, voilà, on a envie de monter ça, est-ce qu'il y a des patients qui seraient chauds? Et là, on reçoit une pluie de messages LinkedIn, moi, je suis hyper partant, c'est ce qui m'a manqué, j'en ai besoin, blablabla. Et du coup, on se retrouve avec un super beau volume de patients, qu'on n'arrive pas du tout à honorer d'ailleurs, on est nuls. Et on met en pratique nos idées. Après pour chaque parcours, on demande des feedbacks aux patients, on les a au téléphone tout le temps, etc. Et aux praticiens aussi, parce qu'on avait monté toute une équipe de praticiens, sophrologues, psychologues, diététiciennes et tout, pour bosser ensemble. Et on sent que la maîtresse prend. Et on se dit, OK, cool, on a les bonnes métriques. Et sachant que, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, ce pilote, on le fait en B2C payant. C'est-à-dire que... J'allais dire, ouais, tu fais déjà payer. Voilà, en fait, voilà. Là, on n'a pas un rond, on vit du chômage, on n'a rien levé. Donc, on l'a fait en B2C, ce POC. Et il y avait une appétence à payer. Je précise un autre truc que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en oncologie, à ce moment-là, depuis 1 an ou 2, les soins de support sont devenus obligatoires. L'Institut national du cancer, l'INCa, a décidé qu'il n'était plus optionnel, plus secondaire et qu'il y a un vrai truc à faire. Le problème, c'est que les hôpitaux, les cliniques, etc., n'ont ni le temps, le budget, ni l'espace de bien les organiser. Donc, tu vas avoir une psychologue dans l'établissement qui fait un super boulot, mais elle est toute seule pour 300 patients par mois et en fait, elle s'en sort pas. Et donc, il y a de toute façon, malgré cette obligation, un besoin d'aller plus loin. Bon, donc, on fait ce POC en B2C. Et là, je dis à Anthony, écoute, je pense qu'on a suffisamment de preuves pour partir en levée de fonds. Et 6 mois après, je prends mon petit bâton de pèlerin et je pars en levée de fonds. Là, je découvre cet exercice périlleux que vivent tous les entrepreneurs. C'est honnêtement horrible. Entre
9h et 20h, toute la journée, on pitch en répétant la même chose, avec la même énergie, en répondant aux mêmes questions et en devant laisser absolument pas montrer à notre interlocuteur que on l'a déjà fait 15 000 fois dans la journée. Et ça prend. Et ça prend. Ouais, ça prend. Enfin, je veux dire, quel retour là, de ces pitchs tu sens de l'appétit là aussi tout le monde, c'est top ou un peu mitigé. Enfin, tu vois, quel est le... Non, c'est top. En un mois, on a levé. Et c'est allé. En fait, au départ, on voulait lever avec des business angels. Et on a réussi à lever avec des fonds d'investissement. À l'été 2024, on a les fonds. Et en septembre, l'équipe arrive, on recrute. Et on redémarre la machine. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Parce que quand on t'écoute, là, tout a l'air assez simple, entre guillemets, tu vois, depuis la confrontation au problème de départ jusqu'à la levée, et finalement assez intelligible, assez linéaire. Enfin, j'imagine que c'était plus compliqué que ça. Tu as eu vraiment des obstacles ou des choses où tu t'es même dit dans ce temps, non mais on va pas y arriver? Un peu de la difficulté. Ah oui, non, mais alors là, bien sûr, évidemment, ça a été hyper dur du début à la fin. Et je veux surtout casser ce mythe de c'était trop facile. C'est pas du tout le cas. C'est peut-être mon optimisme chronique qui me pousse à te raconter les choses comme ça. Mais j'ai morflé du début à la fin. Je dirais que la première année, la levée de fonds, j'ai trouvé que c'était émotionnellement et physiquement très dur. Intellectuellement, c'est pas très compliqué. Tu connais ton business, tu connais ton pitch par cœur, tu sais répondre à tout. Mais émotionnellement, c'est dur parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Et physiquement, c'est dur parce que tu dois avoir une énergie de dingue. Je pense que ça a été aussi très dur pour moi parce que j'avais un équilibre familial de merde. Ça a été une phase où j'ai été pas du tout présente auprès de mes enfants et mon mari. Et heureusement, mon mari avait vécu les levées de fonds, il savait ce que c'était. Et il a été absolument génial. Mais tu vois, j'ai mis 2 mois à atterrir et à revenir. Franchement, j'étais dans un vortex. Je souriais moins, j'étais moins épanouie. J'étais dans le dur, quoi. Donc ça, je dirais que la première année, c'était le plus dur. Et là, cette année, parce que du coup, si on parle en année, cette année, moi, je trouve que le challenge du modèle économique, a priori, j'ai l'impression qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est le temps qu'on a. La santé, c'est très lent. Tout prend du temps. Et alors, j'ai plein de défauts, mais si j'en ai bien un, c'est l'impatience. Et du coup, là, je me casse les dents et j'ai envie que ça aille plus vite. J'ai envie qu'on signe plus de choses plus rapidement, etc. Comment est-ce qu'on passe d'un parcours, entre guillemets, corpo, gradué de programme, à entrepreneur? Tu vois, qu'est-ce qu'il a fallu que tu apprennes? Est-ce que c'est transposable? Est-ce que ça a demandé un effort surhumain et de t'entourer de plein de gens qui étaient passés par là? Tu vois, quels sont les skills qu'il a fallu que tu développes ou en fait finalement c'est une personnalité, une curiosité qui a fait que tu as appris comme ça? Ou est-ce que finalement ce parcours que tu as eu chez Orange, chez Too Good To Go, est-ce que tu as pu développer comme expérience et comme connaissance ont été clés pour l'aventure que tu vis aujourd'hui? C'est marrant parce que honnêtement aujourd'hui j'ai toujours l'impression que je sais pas faire grand chose. Rien faire. Non mais en fait c'est un peu le lot de ces personnes qui font des écoles de commerce, des écoles de management et tout. C'est des compétences interpersonnelles, c'est des soft skills. Mais oui, je sais faire un BP, je sais faire des slides, mais bon, enfin, c'est pas comme ça que tu montes une boîte. Je pense que déjà, je réponds directement à la question, mais c'est parce que j'ai fait toutes ces expériences avant que je suis d'autant plus pertinente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'honnêtement, j'aurais été incapable de monter une boîte en sortie d'école. Et je conseille de se nourrir un peu du monde de l'entreprise, de méthodes différentes et surtout de personnes inspirantes qui vont vous faire grandir. Et c'est vachement comme ça que je fonctionne. Moi, j'observe et j'imite un peu les personnes dans la roue desquelles j'ai envie de me mettre, quoi. Donc Qui, par exemple? Je pense des différents managers que j'ai eus. Pour t'expliquer rapidement, au cabinet de Stéphane Richard,
depuis qu'il était PDG, parce que je suis arrivée un peu dans les dernières années, il y a toujours eu ce qu'on appelle un directeur de cabinet, comme dans un ministère, qui est un profil X, ENA, qui a quand même un pied dans les affaires publiques fort, plus une ou deux têtes bien faites avec ce directeur de cabinet. D'accord ? Avant que j'arrive, il y avait toujours eu un directeur de cabinet et 2 personnes. Et au moment où j'ai été là, il y a eu effectivement une période pendant laquelle on était 3. Mais assez rapidement, j'ai été toute seule avec le directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet, ça a toujours été aussi des personnes un peu plus seniors. Et là, au moment où je suis arrivée, c'était un jeune qui avait 3-4 ans de plus que moi, qui sortait de l'ENA. Il avait fait HEC-ENA. Et du coup, on était un vrai binôme. Et j'oublierai jamais mes 2 ans à ses côtés. Il était... c'était pas du tout mon ami. Enfin, évidemment qu'on s'entend très bien, mais on n'avait pas une relation amicale. C'était une relation très professionnelle. Mais je le trouvais brillant, juste... Enfin, je buvais du petit lait à ses côtés. Puis en plus, à cela, t'ajoutes Stéphane Richard. Et j'avais un cocktail Molotov incroyable pour apprendre. Et vraiment, il s'appelle Antoine. J'ai adoré mes 2 ans avec Antoine. Vraiment, c'était top. J'ai appris plein de choses. Et j'ai eu le sentiment d'être mentorée. Comment est-ce que tu t'inspires aujourd'hui, du coup ? Moi, je m'inspire tout le temps. Je passe ma vie à me nourrir de ce que font les autres. J'avoue, j'ai un petit faible pour quand même les entrepreneurs, les nanas. C'est podcast, lecture. T'as le temps encore ? Alors, je pense que je m'arrêterai jamais de lire. J'ai pas trop le temps et j'aime bien ça. Podcast, ouais, parce que je fais tout à vélo dans Paris et du coup, j'écoute des podcasts quand je suis sur mon vélo. T'as touché aussi du doigt l'investissement dans un projet, un peu, pas parler de qualité de vie, mais voilà, les sacrifices que représente l'entrepreneuriat. À quel moment tu te diras, entre guillemets, c'est bon, j'arrête. Je t'ai posé la question de, je sais pas, où est-ce que tu veux l'emmener, enfin, tu vois, de l'ambition avec Jinko, mais à quel moment tu te diras, ça y est, j'ai réussi ? Je pense que déjà, on s'arrête pas forcément quand on se dit qu'on a réussi. Parce qu'on peut très bien continuer une activité, elle a réussi et on a envie de continuer. Donc déjà, je pense que tant que je m'amuserai, je continuerai. Et ensuite, quand est-ce que je me dirais que Jinko a réussi ? Quand c'est peut-être, je sais pas. Quand on touchera un grand volume de patients, quand on aura des perspectives de rentabilité, quand on aura un product market fit clair, un modèle économique clair, que je peux dormir sur mes 2 oreilles, que j'ai plus de stress, quand on pourra s'ouvrir à d'autres marchés, en se disant yeah, c'est hyper excitant, on peut y aller parce que c'est bon, en France c'est bien installé. Tu vois, donc là aujourd'hui c'est un peu flou comme réponse, mais je dirais quand il y a encore un océan des possibles, parce qu'on a trouvé un modèle qui est voué à réussir. Je sais pas si c'est bien dit. C'est très bien dit. Ok. C'est très bien dit. Il y a d'autres endroits dans le monde où tu vois, des boîtes comme la tienne existent, se sont développées, etc. Les US. Les US. Ouais. Mais les US, c'est un marché qui n'a rien à voir dans la santé. Soit ton entreprise qui paye, soit c'est toi. Et tu n'as aucun problème à payer quand c'est toi. Parce que, évidemment, ça dépend de ton niveau de vie. Hein. Mais en France, quelqu'un peut avoir aucun problème à se payer des Nike ou des baskets hyper chères et à ne pas vouloir se payer une consultation psy. Et ça, franchement, je trouve ça fascinant. C'est juste le prisme français. Et on peut dépenser beaucoup d'argent dans des choses matérielles, mais alors son bien-être et sa santé, on n'arrive pas à lâcher la carte bleue. C'est quelque chose qu'on peut faire évoluer, ça, selon toi ? Je trouve déjà ça a vachement évolué. Depuis qu'on s'est lancé, il y a un vrai... Parce que, tu vois, quand on s'est lancé en septembre, moi, je faisais le tour des médecins et je leur disais,
On a le dispositif, on charge des financements pour faire du B2B2C, mais en attendant, c'est payant pour les patients, il y a un reste à charge de temps, etc. Et je pense qu'il y a 5 ans, si j'étais allée faire le tour des médecins, ils m'auraient dit « Non, mais un truc payant pour les patients, c'est pas possible ». Aujourd'hui, 99% des médecins m'ouvrent grand leurs portes en me disant « Trop bien, merci, je vous envoie des patients ». Parce qu'ils ont bien compris aussi que l'équation économique, elle commençait à devenir de plus en plus complexe. Et je trouve que les choses évoluent. Le doute, la solitude, tu vois, toi, comment est-ce que tu vis ça? Alors la solitude, je la vis pas, parce que on fait une vraie paire avec mon associé, et quoi qu'il arrive, on est tous les deux. Et ensuite, j'ai un mentor en continu à la maison, qui est mon mari, qui est entrepreneur, qui est passé par tout ça, et qui a une expérience de dingue. Et donc tous les soirs, enfin pas tous les soirs, on a quand même autre chose à se dire, mais on parle beaucoup de tout ça. Et donc, je me sens pas seule. Vraiment, ça, j'ai cette chance. Et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, franchement, c'est pas du tout dans ma personnalité Enfin, je suis incapable d'être toute seule, donc je pense que je m'entoure aussi Je fais en sorte que ça n'arrive pas. Les doutes, tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que vraiment, depuis que je suis entrepreneur, je pense qu'il faut casser un mythe. Mais tu as dû l'entendre beaucoup à ton micro. On est encore moins libre quand on est entrepreneur que quand on ne l'est pas. C'est-à-dire que nous, si on travaille 1 heure de moins, si on est en vacances, la machine, elle tourne pas. Quand on est salarié et qu'on sauve pas des vies, a priori, la machine tourne quand même et on est tranquille. On a des congés payés, on peut déléguer son travail. Enfin bref, ça c'est une liberté. Effectivement, on a du management, on a un cadre, etc. Mais à l'intérieur de ce cadre, on peut s'épanouir librement. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, j'ai jamais autant travaillé, j'ai une charge mentale décuplée, je me pose des questions tout le temps, je suis jamais tranquille, et c'est fatigant, c'est dur, franchement, c'est hyper dur. Bon, j'ai fait un MBA à HEC en 2020, et on avait beaucoup de cours sur l'entrepreneuriat, et ce qui me frappait dans ce MBA, c'était à quel point on encensait, et tu vois, même tout le contenu qu'on diffuse sur les entrepreneurs, je trouvais. Et c'est bien de le faire d'un côté, mais on met beaucoup en avant les licornes, l'épanouissement par l'entrepreneuriat, et sans trop dire à quel point c'est compliqué, à quel point c'est dur. Oui, c'est vrai. Un cimetière de start-up. Voilà, il y a quand même assez peu d'élus. Ouais, bien sûr. Et donc ça, on n'en parle pas suffisamment. Et c'est vrai que du coup, c'est pas forcément un métier qui est donné à tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a des skills qu'il faut avoir, une capacité à bouger que t'as pas forcément, même si tu arriverais de t'épanouir, mais c'est quand même pas un métier qui est donné à tout le monde. Tu vois, j'ai expliqué ça récemment. Ça s'est imposé à moi. C'est un peu comme une vocation de devenir prof, médecin, prêtre, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai été aspirée dans une espèce de vortex où je pouvais pas en partir. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête qu'il fallait pas que je monte cette boîte. Et franchement, j'avais toutes les raisons du monde de pas le faire. J'étais une jeune maman, j'avais un bon boulot, j'étais bien, tout se passait bien. Et en fait, je voyais pas les choses autrement. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Effectivement, on lit beaucoup les succès, mais les licornes, il y en a très peu. Les entrepreneurs qui ont réussi, souvent avant, ils ont foiré. Je dis pas que c'est obligé de foirer avant de réussir, hein. Mais bon, bref, on doit apprendre tellement de choses avant d'y arriver qu'il faut quand même l'avoir en tête. Et c'est hyper dur. Et je pense que si c'est pas une évidence, faut y réfléchir à 2 fois. Tu as des moments de coupure, de décompression, des espaces à toi où tu es 100% fondatrice de Ginkgo Non, quand même. Déjà, franchement, je travaille beaucoup la journée et je regarde pas l'heure. Je suis genre méga focus. Mais quand la journée est finie, je retravaille. Enfin, très rarement, ça arrive, hein. Mais a priori, quand je rentre, c'est fini, je travaille plus. Ça m'est arrivé de travailler certains week-ends, mais encore une fois, c'est pas du tout régulier. Et donc, les moments où je coupe complètement,
c'est quand je suis avec mon mari et mes enfants. De toute façon, c'est simple. Quand on entreprend avec des enfants, c'est la meilleure façon d'avoir une vie saine, parce qu'ils nous ramènent à la réalité sans arrêt, ils nous obligent à rentrer tôt. Et quand un enfant veut être avec toi, il ne te laisse pas beaucoup de choix. Pose ton téléphone, maman. Enfin bref, en fait, le fait d'entreprendre avec des enfants, c'est aussi une excellente façon de soulager sa charge mentale professionnelle. Évidemment, la charge mentale personnelle, elle est bien là, mais t'as l'idée. Et mon autre soupape, c'est le théâtre. Je fais du théâtre, je prends des cours de théâtre. Et alors, quand j'y vais, j'adore, j'oublie tout. Je joue à quelqu'un d'autre et du coup, j'oublie que j'ai une montagne de choses à faire et de décisions à prendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Et si on peut t'aider, d'ailleurs, si des gens nous écoutent et ont des idées, on te contacte comment? LinkedIn? Oui, très bien. Ouais, c'est bon, tu arrives à répondre aux sollicitations. Ouais. Écoute, merci à toi et pour vous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Faustine. Merci Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.